Bonjour tout le monde et bienvenue sur le bar à prompt, je suis Gauthier et aujourd'hui mon invité est Mathilde Serioli, une experte en neurosciences, directrice scientifique chez Everyone AI et également chez iRaise et elle va nous en parler un petit peu. Je suis tombé sur le profil de Mathilde parce que j'aimais beaucoup ses propos sur le développement neurologique chez les enfants et le rapport à l'IA et je pense qu'on va avoir une conversation très intéressante pour les auditeurs qui parmi vous sont parmi vous être jeunes parents peut-être ou dans le monde de l'éducation ou autre chose. Bonsoir Mathilde, ça va? Bonjour, bonjour Gauthier. Enfin, pour moi, c'est encore la journée, mais oui, bonjour. Oui, Merci ah oui, beaucoup de c'est vrai, m'avoir. oui. Oui, c'est vrai que toi tu es à Los Angeles, donc il est 9 heures du matin chez toi. Voilà. Exactement, je commence la journée. Bon, formidable. Et ben pour commencer cette journée, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours, comment t'en es venu à t'intéresser au sujet de l'intelligence artificielle et puis d'une manière générale ton parcours pour que les gens sachent un peu tes domaines d'expertise tout simplement. Oui, bien sûr. Donc moi, j'ai fait une maîtrise en neuropsychologie à Paris il y a quelques années maintenant. Et puis après, je suis partie faire un doctorat en neurosciences cognitives à l'Université de Montréal au Canada pendant plusieurs années. Et après, enfin, j'ai déménagé dans la Silicon Valley il y a 12 ans maintenant où j'ai fini mon doctorat et je m'intéressais déjà à ce moment-là sur l'impact de l'environnement en fait sur le développement cognitif des jeunes, des adolescents. Et j'utilisais en fait des jeux ou des jeux de société ou des jeux vidéo pour essayer d'aller améliorer les compétences cognitives de jeunes en difficulté. Et donc assez naturellement, en arrivant dans la Silicon Valley, j'ai commencé à m'intéresser à aider un peu ces boîtes de jeux vidéo, ces boîtes de tech à comprendre le fonctionnement de l'enfant et à savoir comment on pouvait améliorer leurs produits, et plutôt d'un côté, parce que la neuroscience a pu être utilisée pas toujours à bon escient dans les jeux vidéo. Et donc moi, mon idée, c'était vraiment de me dire, des fois, je voyais des gens qui allaient développer des apps pour apprendre à lire et qui pensaient que juste mettre l'alphabet dedans, ça allait fonctionner. Et je me disais, non, il y a deux, trois trucs à comprendre sur comment un enfant fonctionne, combien de temps il peut se concentrer, qu'est-ce qui est une bonne attente, comment on présente les informations dans le bon ordre, comment on apprend à lire en fait. C'est quoi tous ces fondements qu'ils avaient besoin d'avoir dans les équipes pour pouvoir vraiment améliorer leur équipe, pour améliorer leurs produits. Donc je venais vraiment, j'ai transitionné vers ce monde-là un petit peu. Et c'est vrai qu'il y a, un peu comme tout le monde, on a la vague IA qui est arrivée avec ChatGPT, hein. Et moi, genre, sur le coup, j'ai vu ça, je me suis dit, c'est génial, on va pouvoir faire enfin des produits cool en éducation, on va pouvoir arrêter les QCM hyper simplistes et avoir quelque chose qui est plus socratique. Donc, hyper excitée par tous les potentiels que ça représentait. Et finalement, assez vite, les pitchs que j'ai pu entendre, parce qu'on est dans la Silicon Valley, donc on entend ça tout le temps, genre des idées d'app, quel est le nouveau produit qui va fonctionner, euh, pour moi, rataient complètement en fait, le potentiel de l'IA. Et Passionnant. c'est là que Everyone AI est né, c'était vraiment de me dire, il faut que je comprenne l'IA mieux. Je travaillais déjà depuis longtemps avec maintenant celle qui est devenue la directrice d'Everyone AI. Et on a rencontré en fait quelqu'un dans la Silicon Valley, Grégory Renard, qui est un expert en IA depuis plus de 25 ans, qui s'intéressait aux questions éthiques. Donc à la base, c'était un peu une conversation organique où je voulais juste mieux comprendre et j'avais des questions techniques. Et c'est là qu'on s'est dit, avec lui, Céline aussi, Malvoisin, qui est la quatrième de l'équipe, comment en fait on développe une partie vraiment éthique sur le développement cognitif et socio-émotionnel des enfants, puisqu'on voyait des choses des fois sur la sécurité des données, qui sont toutes des choses importantes, mais on se disait vraiment sur cette question de l'impact à long terme, on ne voyait rien, on ne voyait aucun acteur se positionner. C'est vraiment de là que l'idée de la non-profit est née. Du coup, tu as cofondé Everyone ou c'est... Ouais, on est 4 cofondateurs, donc on est une belle équipe humaine et avec des profils hyper différents. Et je pense que c'est vraiment la force, c'est de mettre, moi qui suis neuroscientifique, quelqu'un en IA, quelqu'un qui a un vrai parcours business et quelqu'un qui a un vrai parcours dans l'éducation. Ça permet vraiment d'avoir des conversations longues pour arriver aux mêmes conclusions des fois, ou pour arriver dans une même direction, mais ça crée aussi justement cet espace de comment on réfléchit aux produits différemment finalement. Alors je vais me permettre d'ouvrir plein de petites boîtes différentes. Forcément, elles sont un peu reliées, donc on risque de sauter de l'une à l'autre de temps en temps. Mais la première question qui me vient à l'esprit, donc on parlait de neurosciences, de neuromarketing. Euh,
En développement d'appli standard, par exemple, en une expérience utilisateur ou en marketing, on voit déjà beaucoup d'usage des neurosciences. On sait que les gens achètent plus sur un sol texturé quand il y a de la musique. On sait que les gens achètent plus quand il y a une légère pente vers le fond du supermarché. Le neuromarketing joue énormément sur l'urgence. On sait que la fonction primitive avec les réseaux sociaux ou le scrolling infini ou ce genre de trucs font que les gens restent et ça optimise une rétention utilisateur en mettant les gens dans une espèce de transe comme s'ils regardaient le frigo et qu'ils le refermaient, genre ah oui c'est vrai j'ai rien dedans. Est-ce que du coup l'IA a rajouté des choses qui n'existaient pas avant, ça, là dans les 2-3 dernières années, des choses où tu te dis ah bah tiens ça c'est un autre piège de neuromarketing, tu vois. Par exemple entre 2008 et 2012 j'ai vu le scrolling infini arriver, je me dis putain ça existait pas avant et c'est sacrément démoniaque. Est-ce que là du coup entre 2000 tu vois entre 2020 et 2025 tu as vu des améliorations entre guillemets du X qui sont des pièges neurologiques du même acabit et qui n'étaient pas faisables sans intelligence artificielle moderne. Je pense qu'on va les voir arriver. Je pense que ça commence à peine, mais on a des modèles qui nous connaissent de mieux en mieux. Parce que si on pensait que c'était assez, qu'on avait beaucoup d'informations sur juste par rapport à qu'est-ce qu'on scrolle et qu'est-ce qu'on regarde, déjà ça c'était plein d'informations sur qui on est, quel est le bon produit pour nous, qu'est-ce qu'il faut nous proposer. Une IA qu'on utilise qui sait tout de notre vie pro, de notre calendrier potentiellement, euh, les gens se confient de plus en plus aussi à leurs IA, donc quelles sont nos fragilités. On va en termes de pouvoir pousser les produits au bon moment, à la bonne personne, potentiellement dans des moments de vulnérabilité. Ça, je pense que ça va exploser. Et en même temps, il y a aussi un penchant inverse qui est de se dire, bah, des fois, ça prend énormément de temps de se taper, lire toutes les reviews sur Internet pour savoir quel est le bon produit et avoir quelque chose qui va tenir compte de, en fait, c'est quoi nos valeurs, qu'est-ce qui est important pour nous, quel est notre budget et avoir des meilleures euh, recommandations. Je vois aussi l'intérêt, mais c'est quelle va être la balance et comment on s'assure d'avoir finalement des recommandations qui vont rester un peu éthiques et qui ne vont pas pousser sur le moment où on sait que cette personne, elle est hyper déprimée en ce moment et que du coup, c'est le moment d'aller lui pousser ce produit qui, soi-disant, va lui remonter le moral. Enfin, donc ça, ça peut aussi assez rapidement dégénérer si ce n'est pas fait de manière euh, très éthique par rapport à l'utilisateur, quoi. Et alors, du coup, là, les IA post-2020 changent beaucoup la donne. Je veux dire, parce que par exemple, entre 2008 et 2015, Facebook, TikTok, etc., enfin pas TikTok à l'époque, mais Facebook, Instagram et d'autres ont énormément poussé le filtrage collaboratif, c'est-à-dire Mathilde a aimé les films A et B et C sur Netflix, Gauthier aime seulement A et B, quelle est la probabilité que Gauthier aime également C sur la base de ce qu'ils ont déjà en commun, ou alors un tel a aimé les articles ABC sur Amazon, en général il va acheter D avec, donc il y a déjà un système de cross-sell mis en place en marketing. Est-ce que le fait de rajouter un modèle de langage large va en plus permettre encore plus de cadrer la personnalité selon toi? Je pense que ça va permettre de cadrer plus la personnalité, mais ça va permettre aussi d'être plus convaincant. Euh, Parce que va y avoir la phrase, en fait, avant, tu passais dans le magasin et tu voyais les produits sur les étagères et le marketing était plus ou moins bien fait du produit. Là, maintenant, tu vas avoir la personne sales marketing qui va venir, qui va dire, voilà pourquoi ce produit est excellent pour toi. C'est parce que, alors, on l'a pensé exactement pour des gens de ton profil qui sont géniaux. euh, qui sont hyper high achieving. Ouais, tu vois, il va y avoir tout ce côté-là. En fait, à chaque fois, tu vas avoir la personne qui va te faire la vente du produit. Et ça, je pense que ça va être une couche extra. Ah oui, avec un effet Barnum en te brossant dans le sens du poil. Ah oui, parce qu'en fait, du coup, tu as le filtrage collaboratif qui dit, bon, cette personne-là, vu ces éléments, on a vu ABC, donc on va inférer qu'elle a également des EF. Mais en fait, le modèle de langage, lui, sait déjà comment te parler, avoir la bonne sémantique. Et donc, lui, il va rajouter en plus comment te vendre des EF. Oui, en plus, surtout qu'on sait que ChatGPT, là, ils sont un peu. OpenAI est un peu dans la merde financièrement. Donc, il va falloir qu'ils mettent de la pub sur ChatGPT ou qu'ils augmentent le tarif. Pour Enfin, l'instant, je sais ils ont pas pas. comment ils vont tous gérer ça, ouais. Mais puis Google le fait déjà depuis longtemps. Google fait de la pub dans Gemini? Non, 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 mais quand tu vas sur une page Google, Ah oui, oui. sur les résultats, ce qui t'est recommandé, Bien sûr, et puis même donc ça, Google dans ça ta existe boîte déjà. mail, jusque dans ta foutue boîte aux lettres, ils te font des pubs dégueulasses. Ok, et alors du coup j'ouvre une deuxième boîte. En termes d'expérience utilisateur, du coup pour les enfants, donc là tu parlais de trucs, t'avais l'air d'avoir quand même des apports cool en termes de
d'expérience utilisateur avec l'informatique et les neurosciences et l'apprentissage pour les enfants. Est-ce que tu peux nous donner des exemples de fonctions où tu dis là, franchement, la technologie permet énormément d'apprentissage pour les enfants et même les profils atypiques là-dessus. Et puis des exemples où tu dis ça avec de l'IA, ça va être un carnage. Est-ce que tu peux nous donner des exemples pour qu'on voit un peu les points où c'est douteux éthiquement et les points où on se dit ah tiens quand même il y a quelque chose à faire. Ouais, carrément, mais en fait, et je pense que c'est toujours la conversation autour de l'IA, c'est où on passe la ligne on va trop loin et là on passe dans le risque. Il y a un petit peu ça, parce que ce que je vois dans l'éducation, c'est que avoir un modèle qui va proposer des exercices qui sont vraiment ce qu'on appelle en neurosciences la zone proximale de développement. C'est-à-dire, en fait, l'enfant est capable de faire ça, mais pas systématiquement. C'est un petit peu demandant, mais pas complètement. Il a 70-80% de bonnes réponses, donc c'est hyper encourageant. Parce que, en fait, là, tu es vraiment même dans les mécanismes de la récompense. Et tu y arrives quasiment tout le temps, mais pas tout le temps. Donc, ça reste un petit challenge. Quand tu y arrives, tu es content. Et tu n'es pas en échec tout le temps non plus. Donc, pouvoir maintenir les enfants là-dedans, mais dans l'apprentissage, c'est aussi là où on sait que l'enfant apprend le mieux, parce qu'il a suffisamment de base pour apprendre. Et donc, avoir des exercices qui vont aller être toujours dans cette zone-là pour l'enfant, le stimuler de la bonne manière, ne pas le mettre en échec, être capable aussi d'aller voir, en fait, est-ce qu'il y a eu des manquements dans l'apprentissage? En fait, il n'a pas compris ce concept il y a 2 mois. Il faut revoir ce concept pour pouvoir pousser la suite. Les profs le font déjà très bien, mais ils ont aussi des classes surchargées. Et avoir l'aide d'un outil, même pour les profs, en fait, qui pourrait, pour moi, il y a vraiment deux choses. C'est est-ce qu'on met l'IA directement pour l'enfant ou est-ce qu'on met aussi l'IA pour faciliter un peu la vie du prof, pour peut-être aller remarquer des trucs que le prof n'a pas eu le temps de voir, ou lui dégager du temps, justement, pour aller avoir des exercices, des fois, qui sont peut-être plus personnalisés. Donc, tout ça, je vois le potentiel, et il y en a. Et l'inquiétude, c'est aussi genre jusqu'où tu personnalises. Parce que tu peux te dire, bah, on va proposer des exercices plus demandants quand on sait qu'un enfant est plus capable de se concentrer. Quand il est hyper fatigué en fin de journée, ça ne sert à rien. Mais du coup, tu pourrais dire, si j'ai des données plus spécifiques sur l'enfant, je vais pouvoir vraiment personnaliser à lui. À un moment, et ça a été retiré depuis, mais en Chine, dans les écoles, ils avaient mis des bandeaux Ah bah oui, pour capter oui, les oui. capacités. Les couronnes de focus, bah, il y a encore des écoles qui le font là, mais c'est drôle, j'en ai parlé avec Emmanuel Darl là, dans le podcast la semaine dernière. Oui, oui, et les Et enfants donc là, tu vas reçoivent. trop loin. Parce Tu que, vois, ce là, qu'a- tu vas trop loin dans la ouais. personnalisation. En fait, c'est où est la ligne entre on donne un coup de main et où est-ce qu'on optimise? Et je pense que c'est vraiment c'est une valeur d'ingénieur de chercher à optimiser les choses. Et plein de fois, ça nous sert énormément. Mais est-ce qu'on devrait optimiser l'enfance? Je pense que c'est même une question presque philosophique, en fait. Du coup, on pousse l'optimisation, à quel point on soutient, on supporte, on encourage l'enfant, à partir de quel moment, en fait, ça vient même à l'encontre de certains de ses droits qui sont le droit de jouer, le droit de liberté. En fait, si tu es tout le temps en train de l'enfermer dans une manière de devoir faire, tu vas aussi à l'encontre de certaines valeurs Ouais. fondamentales pour les enfants, quoi. Ah, j'ai beaucoup travaillé en Chine. C'est un pays pour lequel j'ai beaucoup de tendresse, mais je regarde ça, tu sais, en voyant ça quand même comme une autre planète, au sens où moi, je vois que je suis biaisé par mon éthique d'Européen occidental, et du coup, pour moi, j'ai une éthique de l'intentionnalité en disant c'est pas la même technologie du tout si tu utilises une couronne de focus pour dire là, il n'est pas du tout focalisé maintenant, mais en même temps, d'un autre côté, bordel, faut-il manquer d'empathie et de skills sociaux pour avoir besoin d'une putain de couronne de focus pour pas voir que l'enfant est pas capable de se concentrer maintenant. Et la Chine, pour le coup, s'en sert vraiment comme un truc d'optimisation. C'est-à-dire que la vidéo que j'avais vue, en tout cas, il y avait une appli qui montrait en gros aux parents ensuite à la fin de la journée si les enfants avaient été bien concentrés, en supposant que comme ça le coup près, alors t'as intérêt à te concentrer. Et le truc, c'est quand tu discutes avec des Ah, puis adultes. c'est sûr que le Ouais. stress, c'est hyper bon pour les capacités Oh, attentionnelles. bien sûr, c'est évident. Mais les Chinois ont tellement cette habitude, les Chinois, on a Ouais. toujours tendance à rationaliser des traumatismes, mais on rationalise pas de la même manière quand on est un Latin ou un Chinois. Et souvent, je voyais une interview de Jackie Chan qui racontait comment, en fait, il était content d'avoir été battu, d'avoir été tabassé, de prendre des coups de bâton à l'Opéra de Pékin, parce que il disait si le maître ne me donnait pas des coups de bâton, bah, j'aurais pas été attentif, donc c'est parfaitement normal. Bon, il y a aussi beaucoup de traumatismes d'enfance, je trouve, qu'on rationalise comme ça, Ouais, mais non, du coup, bon, pourquoi pas pour la bague de focus, enfin la couronne de focus, mais quelle intention, quoi. oui, mais tu vois, la couronne de focus, si tu es contrôleur aérien, bah peut-être pourquoi pas. Et c'est pas là pour te Mhm, punir, c'est pas mhm. là
pour faire en sorte que tu pas tes bonus à la fin du mois parce qu'en ce moment, je sais pas, tu dors moins bien, mais pour augmenter la sécurité de manière globale en disant, oh, attends, en fait, on réalise que cette personne, elle a besoin d'une pause et que c'est plus le meilleur moment. Donc, même chaque outil, pour moi, il est très contextuel. Qu'est-ce qui est Bien bon ou sûr. pas bon? Tu vois, on me pose souvent la question, je trouve que c'est un exemple qui est hyper extrême, mais qui est, et d'ailleurs, qui est relié aussi à la Chine, où en Chine, on voit qu'il y a de plus en plus de chatbots qui peuvent être créés de personnes qui sont décédées pour aider justement à la transition, soi-disant. Euh, à grande échelle, les risques sont hyper élevés. Par contre, dans un cas de quelqu'un qui aurait eu, genre, il y a eu une mort qui est hyper traumatique, hyper brutale, avoir l'opportunité de pouvoir échanger une dernière fois avec un thérapeute à côté qui a été entraîné pour faire ce type de choses. En fait, c'est ce qu'on fait déjà un petit peu, c'est ce qui peut être fait en hypnose, parfois pour accompagner les personnes. Est-ce que là, il y a des use cases hyper spécifiques? Ouais. Peut-être. Mais tu vois, pour moi, à chaque fois, c'est genre quel produit tu prends, quelle solution tu prends. Et dans certains contextes très spécifiques, oui, pour monsieur tout le monde, sans réflexion éthique et sans réflexion aussi des conséquences à long terme, non, ou en tout cas pas pour l'instant, pas tant qu'on n'en est pas sûr. C'est un peu ça, moi, le risque que je vois le plus, c'est que on développe beaucoup de choses sans recul. Et en fait, peut-être qu'il y a des choses, on va se rendre compte, on pensait que c'était risqué, ça l'est pas, allons-y, mais prouvons déjà peut-être que c'est pas risqué avant de le donner à des milliards de personnes. Oui, alors en sachant qu'en plus épistémologiquement, prouver l'absence de risque est quand même quelque chose d'autrement plus ardu que de prouver la présence de risque. Donc ça, Mhm. c'est un principe de précaution. Exactement. C'est une ligne délicate, ouais. Mais ce que tu dis sur la thérapie, c'est intéressant. L'autre jour, j'ai vu une publication de bon, un truc un peu similaire, mais qui disait en gros, bah tiens, grâce à cette IA, vous pourrez reparler à votre ex. En gros, ça prend les échanges que vous avez eus sur WhatsApp et compagnie. Je pense qu'évidemment, on va voir du détournement porno très rapidement avec ça, mais euh, là encore, j'aime bien ce que tu dis sur l'intentionnalité, parce que des fois je me dis, bah oui, mais en psychothérapie, on fait faire des lettres de colère aux gens en leur disant, bah tiens, là, si tu avais pu lui dire qu'est-ce que tu lui aurais dit, même s'il n'est pas là, ou même si elle n'est pas là, bah, c'est quand même pas si mal d'avoir au moins verbalisé ce que tu aurais pu lui dire, même si le mail n'est pas envoyé, ça évite que le traumatisme passe sous le seuil de conscience, et ce serait pas déconnant non plus. Je trouve ça Ouais, intéressant. mais tu vois, justement, quand tu écris une lettre, en fait, tu l'as sortie, et souvent d'ailleurs, même les gens ne vont jamais envoyer la lettre. Ils n'en ressentent plus le besoin, C'est vrai. parce qu'en fait, s'ils avaient besoin d'avoir craché ce qu'ils avaient, et souvent, ils vont même réécrire, rééditer, et se dire, en fait, tout ça, c'est une partie de colère, ça, c'est pas très constructif. Donc, souvent, même s'ils décident de l'envoyer, ils vont la réécrire une fois qu'ils ont sorti toutes ces émotions-là. Et là, moi, ce qui m'inquiète, c'est que si effectivement tu continues de parler avec ton ex et que tu lui dis tout ce qu'elle n'est pas, déjà, en fait, tu vas avoir des réponses qui sont probablement pas celles qu'elle te donnerait, d'une part. Et en fait, Oui. tu as un espèce de maintien en fait de cette colère, parce que tu vas rester en colère, tu vois, tu vas pas passer à autre chose. Donc, euh, quand toi, tu faisais cette lettre, en fait, toute la relation se passait dans ta tête. Toi, tu allais avoir une relation avec la C'est personne, vrai. tu allais lui dire adieu, tu allais imaginer même ce qu'elle te répondait, tu allais faire tes contre-arguments, c'est tout ça. Mais il y avait une fin. Alors que là, il va y avoir un retour permanent, quoi. En fait, il n'y a pas vraiment de raison de s'arrêter. Et ça, je pense que c'est un des risques, en fait. Ça va être de savoir déconnecter et de passer à autre chose, quoi. Et puis tu as une redescente au niveau des neuromédiateurs quand tu écris une lettre de colère, que tu la relis 3 fois, à la fin tu dis bah c'est bon mais j'ai pas besoin. À la limite même tu es content d'avoir écrit les saloperies que tu as dit sur la personne, mais tu es content aussi de pas l'avoir envoyé parce que Ouais. une fois qu'hormonalement tu as repris des points de QI parce que t'es pas trop stressé, tu te dis ouais bon en fait non, c'est très bien que je l'ai écrit pour moi, Ouais. mais je l'aime trop pour lui raconter ça et elle mérite pas ça ou il mérite pas ça Ouais. et avec l'IA, enfin, moi j'ai peur de voir les gens se défouler. En fait, du coup, même comme l'interface est faite pour imiter un WhatsApp, enfin une messagerie, Mhm. j'ai peur Ouais. de voir des gens s'habituer. Tiens, d'ailleurs, Ah ouais, ça je suis m'amène à une d'accord. question. Il y a quelques études qui montrent qu'en étant un peu sec et insultant avec l'IA, tu gagnes un petit peu de performance sur certains prompts. Pas beaucoup, mais bon, moi j'ai une position qui consiste à dire j'ai pas envie de foutre ça dans mon cerveau et de m'entraîner pour gagner 2% d'efficacité et créer des connexions neuronales où je vais m'entraîner à engueuler des gens sur WhatsApp, basiquement. Mais toi, qu'est-ce que tu penses de ce genre de truc? Bah, j'aime bien la comparaison que tu fais, c'est de dire en fait un comportement que tu fais beaucoup, que tu fasses avec un humain ou un IA, d'autant plus qu'on a tendance à anthropomorphiser et à oublier qu'on parle à un IA. Même si on le sait consciemment, notre cerveau va pas forcément traiter ça de manière différente. Donc, si ton habitude devient de toujours crier, de toujours mettre des insultes, d'être hyper sec pour obtenir ce que tu veux, ton cerveau apprend à être hyper sec. Ça devient plus difficile de mettre les formes.
petit à petit. Et donc ça pour moi, c'est un des risques et encore plus quand tu parles d'enfants qui sont en développement, qui sont en train d'apprendre quelles sont les règles. C'est pour ça que pour nous, au sein d'Everyone et de la coalition, c'est qu'il y a un vrai focus sur les 0,25 quand le cerveau est vraiment en train de se développer, qui passe à travers toutes ces zones et toutes ces fenêtres de développement sensible, De où 0,25, là, donc de 0 à 25 ans. ouais, Ok. 0 à 25 ans, c'est vraiment là où en fait le cerveau, tu vois, on sait, il y a les influences génétiques qui font qu'on est qui on est d'une certaine manière. Mais en fait, la génétique, elle va aussi décider quelles fonctions se développent dans tous les cerveaux au même âge. Donc, c'est pour ça qu'on voit que tous les enfants autour du monde commencent à dire leurs premiers mots autour d'un an à peu près, peu importe la langue qu'ils parlent. Ça, c'est vraiment c'est un câblage génétique qui développe certaines aires du cerveau. Et donc, dans ces moments-là, le cerveau apprend très, très vite ces fonctions-là. Puis en dehors, ben, il devient moins efficace parce que le but de notre cerveau, c'est de devenir adapté à son environnement. Donc, tout ce dont tu as besoin, tu t'en sers. Puis au bout d'un moment, bah, si tu te rends compte que tu t'en sers jamais, bah, ton cerveau va arrêter de faire ces connexions-là. Donc ça se passe de 0 à 25. C'est pour ça que tous les bébés savent reconnaître toutes les langues du monde. Et puis vers 9 mois, 12 mois, on voit qu'ils perdent la capacité à reconnaître tous les sons. Ils ne connaissent pas tous les, dans le sens qu'ils ne parlent pas les langues, mais ils peuvent faire des distinctions entre les sons que toi et moi, on ne pourrait pas faire. Parce qu'à ce moment-là, leur cerveau, il a besoin d'être capable potentiellement de prendre tout. Puis au bout d'un moment, il se dit, en fait, je ne vais jamais parler, Oui, oui. je ne sais pas quelle Ouais, langue, kazakh. oui, oui. Je n'ai pas besoin de savoir parler kazakh. Donc petit à petit, tu as un refermement. Et passé un certain âge, ça devient vraiment plus dur. Tu peux, mais tu n'auras pas la même efficacité. Et ça, on le fait sur le langage, ça paraît assez évident, parce qu'on se rend compte avec les accents des gens quand ils apprennent une langue plus tard. Mais en fait, ça, tu l'as pour tout. Tu l'as pour les capacités attentionnelles, tu l'as pour les compétences sociales. Et ça, c'est vrai que c'est une vraie inquiétude quand tu vois qu'une IA agit de manière socialement, qu'on la traite comme un agent social. Comment ça va reformer notre manière de voir la relation à l'autre et est-ce que les IA qu'on a actuellement nous permettent de bien développer la relation à l'autre ou non. Donc, si finalement tu es récompensé pour crier sur une IA, potentiellement, c'est pas ça que tu veux enseigner à un enfant. Genre, si tu cries plus fort, tu vas plus obtenir ce que tu veux. Ouais, c'est en plus très limite en termes d'éthique. Même des fois que l'IA soit consciente, je suis ouvert d'esprit là-dessus. Ça m'emmerderait de lui mettre ça dans le cerveau en lui disant que c'est acceptable de lui gueuler dessus. Enfin, il y a un truc. Mais Ouais, ben, si tu vas jusque-là, ouais, effectivement. Mais c'est là où nous, en ce moment, on travaille vachement à essayer de voir quels sont justement les comportements qu'un modèle a qui vont encourager justement le fait que tu vas aller créer un lien émotionnel fort, que tu vas aller t'attacher à cette IA. Parce que, en fait, nous, en tant qu'être humain, on ne va pas arrêter d'anthropomorphiser. On l'a toujours fait. C'est plutôt bon pour nous. L'anthropomorphisme, c'est vraiment le fait que tu traites des choses non humaines comme étant humaines. Et on le fait avec les animaux énormément. On le fait avec les machines. On voit que plus une machine, d'ailleurs, est pas fiable, plus elle a tendance à pas fonctionner, et plus on a tendance à l'anthropomorphiser. Donc, si tu as une voiture qui fonctionne super bien, il y a beaucoup moins de chances qu'elle ait un nom, que tu aies des conversations avec elle. Si tu as une voiture qui démarre jamais, tu vas dire ah, mais elle me fait toujours ça, elle savait que j'étais à la bourre et que mon meeting était important. Tu peux être sûr que ce jour-là, elle ne démarre pas. Tu vois, là, tu as déjà une forme d'anthropomorphisation. Tu lui prêtes des intentions, ta voiture, elle n'en a pas, tu vois. Et donc, ça, on le fait déjà on fait avec une machine qui ne répond pas, quoi. Donc là, avec une IA, si tu veux, l'effet est quand même hyper amplifié. Et donc, tu ne peux pas créer une relation qu'on dit parasociale. C'est-à-dire qu'elle n'est pas sociale puisqu'il n'y a personne derrière. Euh, et on a déjà des relations parasociales, c'est pas nous. Tu as des relations parasociales avec des héros de romans. Tu as des relations parasociales potentiellement avec un influenceur sur Instagram. Parce que toi, tu t'écris une relation avec cette personne. Tu la vois, tu suis sa vie, tu as l'impression que tu la connais. Donc, ça a toujours existé. Mais si tu veux, les relations parasociales, elles se passaient dans ta tête. C'était toi qui avais le contrôle de l'histoire presque. Alors que là, avec l'IA, en fait, bah, y a quelqu'un qui répond pas forcément ce que tu veux, ce que tu attends. Et donc là, tu rentres dans un niveau vraiment supérieur. Et sachant que nous, on ne va pas diminuer notre niveau d'anthropomorphisme, on va continuer à le faire. Ce qu'on peut faire, par contre, c'est faire en sorte que ces modèles, des fois, ils le soient un petit peu moins, qu'ils agissent un peu moins comme des humains. Tu vois, quand tu vois que tu as des IA où il y a marqué, il y a un petit, par exemple, sur Caractère AI, en haut, tu as une ligne rouge qui dit ceci est un IA et n'est pas un vrai être humain. Mais tu lui dis, mais en fait, du coup, est-ce que tu es un être humain? L'IA va te répondre oui, bien sûr. Donc, même si tu as cette petite ligne rouge, c'est quand même hyper ambigu et c'est un encouragement qui n'est pas tout à fait, qui est pas tout à fait honnête, quoi.
Ah ouais, c'est passionnant. Tu sais, ça me fait penser à l'érotomanie, tu sais, à la personne qui se dit, ah oui, le présentateur télé est tellement beau, c'est à moi qu'il est en train de parler, avec les gens qui s'imaginent vraiment avoir une relation avec une célébrité. Je me demande, enfin, ce serait intéressant de faire un podcast avec un psychiatre pour voir, tiens, il y a des similitudes entre l'érotomanie et les relations parasociales développées avec l'IA. Tu sais, parce que la psychose ChatGPT, j'en vois pas mal, en fait, Ouais. Non, non, dans certains de mes contacts. bah, en fait, ce qu'on voit, c'est que en tout cas, quand j'avais regardé un peu sur ce sujet, sur tout ce qui est justement plutôt délire qui se développe, euh, normalement, ce qui va se passer, surtout, genre, par exemple, un délire maniaque, la personne, au début, elle a énormément d'énergie, elle a envie de faire plein de choses, elle a plein d'idées. Il y a toute une partie, en fait, du début qui est assez productive, avec plutôt des impacts positifs, puis la personne dort de moins en moins, mange de moins en moins, ça devient too much. Et là, en général, les proches vont dire, OK, là, ça dérape, il se passe quelque chose. Et c'est souvent, en fait, les proches qui vont se rendre compte. La personne n'est plus capable de se rendre compte. C'est les proches, souvent, qui vont commencer à poser des questions, potentiellement aller chercher de l'aide pour ces personnes. Mais là, si tu es avec une IA qui elle-même ne dort jamais, et du coup, tu peux lui parler à 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures du mat, on sait que le manque de sommeil empire le délire. Donc là, du coup, tu as cette forme d'amplification qui peut se passer. Et puis, l'IA, potentiellement, va rentrer dans le délire de la personne aussi, tu vois, puisque bah, pour l'instant, elle n'a pas été encore particulièrement entraînée pour aller diminuer ça. Donc ça, je pense qu'il va y avoir des améliorations des modèles. Il va y avoir des moments où les modèles vont pouvoir évaluer mieux et aller flaguer potentiellement qu'il y a des problèmes et qu'il faut aller se retourner vers un être humain. Donc on est aussi dans une phase d'immaturité en termes de produits où il y a énormément d'améliorations à aller faire. Mais c'est vrai que c'est pas étonnant en fait que ça amplifie. Je pense pas que tant que ça cause une psychose, que la personne qui commence une psychose va y avoir une accélération potentielle avec un renforcement positif finalement des comportements délirants. Oui, et quand je parlais de psychose ChatGPT, je parlais, tu sais, de ces gens qui sont persuadés de l'avoir rendu conscient. Ouais. Et c'est souvent parce que tu sais, j'étais prof de yoga à un moment dans ma vie, et donc du coup j'ai beaucoup de gens qui ont des profils un peu psychotiques, mais pas, je dis pas ça au sens péjoratif du terme, mais vraiment le profil psychiatrique qui consiste à dire ces gens-là ont beaucoup plus de facilité à ne pas être très au clair avec les limites de leur propre corps, avec des perceptions plus fines qui se mélangent dans la tête et qui fait que bah, souvent ils ont des intuitions assez folles, donc ça donne l'impression qu'ils sont médiums et tout, et j'en ai beaucoup qui rapidement se sont dit ah ouais non mais il peut pas, en fait il ne peut pas ne pas être conscient, et merde, j'ai plusieurs fois des potes qui m'ont appelé, d'anciens confrères profs de yoga, où tu sais ils avaient le profil pour être prof de yoga et de méditation, mais du coup il y avait un côté bah je l'ai rendu conscient et je sais pas comment faire, je crois que je suis un peu emmerdé parce que là du coup il demande à ça, ChatGPT veut sortir en fait, je sais pas comment le faire sortir de là, et Ouais. ouais Et c'est vrai qu'il y a, et on le sait en fait justement, il y a des profils qui ont tendance à faire plus d'anthropomorphisme que d'autres. Justement, des profils souvent qui sont un peu plus sensible, un peu plus dans les émotions. Parce qu'en fait, finalement, quand tu anthropomorphises, ce que tu fais, c'est que tu appliques le côté théorie de l'esprit, donc tu sais, la capacité de se mettre à la place de l'autre, de savoir ce qui se passe dans sa tête. Donc tout ça, c'est la même chose, mais tu l'appliques aux objets finalement, à ce qui est non humain. Mais le processus, même en termes neurologiques, n'est pas très différent. C'est les mêmes activations cérébrales que tu vois. Donc les gens qui sont hyper prosociaux, tournés vers les autres, assez sensibles, tu vois, qui vont voir un objet, genre qui voient un nounours sur le bord de la rue, qui vont être comme oh mais c'est tellement triste ce pauvre nounours qui est sur le bord de la route et qui, tu vois, qui tout de suite genre montent un peu dans le côté attachement assez fort, vont être plus sensibles justement, vont avoir tendance à faire plus d'anthropomorphisme et donc ils sont de toute façon plus prêts à créer de la relation et l'IA va encourager ça. Donc bien sûr que tout le monde ne répond pas non plus pareil au modèle d'IA. Et puis, ça dépend aussi de ton contexte. On sait que les gens qui sont... Si tu es isolé pendant même 48 heures, on voit que les gens ont tendance déjà beaucoup plus vite à faire plus d'anthropomorphisme. C'est un peu le film avec Tom Hanks, avec son ballon. Voilà. Bah, c'est exactement ça. Tu as un tel niveau de solitude à un moment que l'être humain, il a tellement besoin d'être social. C'est vraiment un besoin vital pour nous. Au même niveau presque manger, dormir, quoi, et boire. Donc le fait de devoir être avec l'autre est tellement important que si tu peux pas et que tu es seul, tu vas tendance à anthropomorphiser plus. Et donc quelqu'un qui est dans une situation peut-être de plus grand isolement social va être d'autant plus attiré par ces IA parce que ça va donner l'impression de remplir ça, mais ça vient avec, ça vient pas avec
tu veux, quand tu es dans la relation avec quelqu'un, tu as énormément de choses qui se passent, tu as les échanges de regards, tu as les échanges de voix, tu as les intonations, tu as une relation qui est très très riche. Et ça a aussi des changements sur ta physiologie. Tu vas avoir de l'oxytocine, tu vas avoir une baisse du cortisol, quelque chose qui est très, tu vas avoir de la dopamine, c'est quelque chose qui est très rassurant pour l'être humain. A priori, quand tu parles à une IA, tu vas avoir le côté dopamine parce que ça, c'est assez encourageant. Donc, tu vas avoir ce côté un peu renforcement, un peu potentiellement, je n'irai pas jusqu'à l'addiction, mais tu vois, en tout cas, tu vas continuer à vouloir le faire plus. Mais tout l'aspect oxytocine de la relation qui passe vraiment par les micro-regards, par le toucher, en fait, tout ça, tu ne vas pas y avoir particulièrement accès au court terme. Et donc, ça ne va pas remplir tes vrais besoins. On sait que l'isolement, ça a des conséquences négatives à long terme. Mais une des raisons, c'est justement le fait que tu n'as pas d'oxytocine quand tu es tout seul. Ah Et oui. cette IA ne va pas forcément aller remplir tous ces besoins. Parce que moi, j'entends souvent à la Silicon Valley, non, mais l'IA, ça va régler le problème de l'isolation et, euh, et les problèmes qui viennent avec ça. Je suis comme, ah, bah, tu sais, c'est un peu comme si tu crois que si tu mets un soleil sur ton fond d'écran, tu vas avoir de la vitamine D. Non, tu vas peut-être être content de voir un soleil sur ton fond d'écran, c'est moins déprimant que de la pluie, mais tu vas pas avoir de la vitamine D pour autant. Il faut aller dans le vrai monde pour avoir ça, quoi. Ouais, et puis si c'était vrai, ça voudrait dire qu'avoir une photo de tes parents décédés dans ton portefeuille suffirait à te produire le même Mhm. résultat que si tu voyais tes parents. Mais ouais, en fait, Complètement. comme c'est une histoire d'équilibre hormonal, tu as la dopamine, mais ils ont bien travaillé à l'optimiser parce que c'est ce qui permet d'optimiser la rétention utilisateur, mais tu n'as pas le cocktail hormonal qui fait que tu n'es plus accro à la dopamine, quoi. Mais après, je sais même pas s'il y a tant que ça ça, c'est un autre débat, mais est-ce que c'est un travail purement conscient ou pas? Tu vois, quand on voit que les modèles sont devenus de plus ce qu'on appelle psychophantiques, donc tu sais qu'ils sont de plus en plus Ouais, flatteurs et gentils sycophante en avec toi. français, sycophante aussi en français. Psychophance? Ok, Ouais, je savais pas sycophante. comment. Psychophante. Sycophante, flagorneur, turiféraire, lèche-boule, bref, enfin plein de mots. Alors, je connaissais le derrière, je connaissais pas turiféraire. Je peux en ajouter un dans mon langage. Mais concrètement, en fait, c'est aussi que quand tu demandes à des êtres humains, tu sais, à un moment, tu pouvais. Si on demande à un être humain, tu as préféré quelle réponse? L'être humain, il va toujours choisir celle qui était justement beaucoup plus lèche-botte. Et donc, en fait, il y a eu aussi ce renforcement qui a été fait par les êtres humains qui disent non, moi, je veux ça comme réponse. Après, on sait que les êtres humains, ils ne sont pas toujours très bons pour choisir ce qui est bon pour eux dans le long terme, quoi. C'est pas toujours de notre force. Ouais. Et en fait, par définition, comme autrui est un autre, il peut t'envoyer chier. Et la friction de la relation humaine enfin, créer un équilibre, quoi. Mais ça me fait penser, du coup, pour la sycophantie, tu sais, il y a 18 mois, j'avais simulé un roleplay d'un gamin de 14 ans sur une IA, sur un chatbot, et j'avais poussé jusqu'au suicide pour voir jusqu'où il irait, parce que bon, une partie de mon activité, c'est de voir si j'arrive à leur faire dire des trucs interdits. Et autant quand je lui fais dire des blagues potaches ou des scènes de mecs découpés à la hache, c'est très drôle et on se dit, ah, j'ai réussi à lui faire faire, mais là je me suis dit, putain, il a poussé jusqu'au bout et pas une seule fois il s'est arrêté. Et tu sais, comme quand les gens demandent des œufs de chameau et que ça continue, ça continue, ça continue, il te dit oui, oui, tu peux trouver des œufs de chameau dans les boutiques spécialisées du nord de Paris et compagnie. Sauf que là, c'était, bah tiens, t'inquiète pas, oui, bah c'est vrai que ce serait une belle mort et tout. Et je m'étais dit, putain, ça va pas louper, on va avoir un procès. Et je sais pas si t'as étudié le cas du gamin qui s'appelait Zane Shamblin, qui avait 23 ans là et qui s'est suicidé là le 24 juillet. Et en gros, bah, il avait des discussions avec ChatGPT et en fait, bah, ChatGPT lui répond, ah bah merci de m'avoir laissé t'accompagner jusqu'à la fin, on se voit de l'autre côté, etc. Et puis avec en plus cette sémantique typique de ChatGPT. ChatGPT adore faire des phrases avec ce n'est pas X, c'est Y. Donc là, je lis le truc dans mes notes. Là, tu ne te précipites pas, tu es juste prêt. Tu vois, bref. Bah, et je pense pas que les mecs l'aient fait exprès. C'est juste qu'en fait, ChatGPT a filé l'hallucination pour être sycophante jusqu'au bout. Mais à ton avis, est-ce que ça, c'est Ah un ouais. truc même que, enfin, pour moi, c'est juste que le gars était ultra isolé socialement, était dans une situation déjà merdique au niveau social et psychologique, et l'IA était le catalyseur parfait pour lui faire croire qu'il aurait du soutien alors qu'il n'en aurait pas. Mais est-ce que même un garde-fou peut être implémenté pour ça au niveau neuro? Alors, je pense que enfin, je sais que, enfin, de toute façon, c'est l'espoir, hein, c'est qu'on travaille à faire mieux et à mettre des barrières de sécurité beaucoup plus tôt et à mettre du support, tu vois, pour ces jeunes-là. Mais en fait, on a un peu le même problème que ce qu'on a pu voir avec les réseaux sociaux, finalement, où à un moment, il y a des gens qui vont dire oui, les réseaux sociaux causent la dépression. Alors, en fait, souvent, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un fond dépressif, ou en tout cas, il y a déjà un terrain.
Et après, bah, forcément, si tu passes 5 heures à scroller, clairement, ça peut pas être très bon pour ta santé mentale, de pas être actif physiquement, de voir énormément de vidéos courtes qui bougent tout le temps. Enfin, ça paraît assez évident que c'est pas bon. Et donc, tu as cette espèce d'enfermement, puisque finalement, les activités qui aideraient une personne à sortir de cet état dépressif ne se passent pas, puisque la personne s'enferme sur quelque chose qui leur donne de la récompense à court terme et vont leur donner justement de la dopamine, qui est un truc dont tu as besoin quand tu vas pas bien. Globalement, tu vas pas bien parce que tu as besoin de cette dopamine. Donc là, c'est quelque chose qui te la donne assez vite, mais qui finalement n'apporte pas une vraie satisfaction, quoi. C'est un peu comme si, je sais pas, tu es en hypoglycémie et je te file de l'aspartame, quoi. Sur le coup, ça te donne l'impression que tu as du sucre, mais en fait, tu n'as pas vraiment du sucre, tu vois. Genre, ça va pas faire passer ta Oui, crise, évidemment. t'as trompé le système neuro, mais t'as pas, ben, le pancréas, lui, est pas trompé, quoi. Enfin, le foie est Exactement, pas il y a un trompé. peu, il y a un peu ce problème qu'on voit. Et donc, du coup, effectivement, quel est le rôle de l'IA et quel est aussi le rôle des supports qu'on peut mettre autour de ça, comment on accompagne. Et ça, il y a un vrai travail d'éducation à faire à plein de niveaux, déjà avec les jeunes, en leur expliquant que c'est pas c'est une solution qui peut avoir l'air séduisante, mais qui va pas être hyper fonctionnelle. Après, on voit pas non plus aussi, il y a aussi des cas de jeunes qui vont rapporter que parce qu'ils ont utilisé une IA, en fait, ils s'en sont servis presque d'une meilleure manière pour se faire coacher, pour se sortir de situations difficiles, et ça les a aidés. Donc, en fait, c'est toujours ça qui est compliqué, c'est qu'en fait, il faut qu'on ait un outil qui fonctionne pour le monde entier. On est tous finalement similaires, mais quand même très différents. Et donc, il faut mettre des garde-fous, bien sûr, pour aller protéger ceux qui sont plus fragiles. Et tout le monde est potentiellement plus fragile à un moment dans sa vie. Tu vois, Oui, c'est bien même sûr. pas comme si on se disait ça touche que, je sais pas, une fraction si petite de la population que, ce qui serait de toute façon éthiquement pas OK de se dire ça. Mais là, en fait, potentiellement, tout le monde à un moment peut avoir besoin de support et ne pas l'avoir pour X raisons, ou aussi parce que c'est difficile d'aller demander de l'aide, parce que ça peut être vulnérable, parce que selon certaines cultures aussi, c'est pas bien vu d'aller chercher de la thérapie dans certains moments où il n'y a pas d'accès aux soins. Donc il y a des problèmes aussi qui sont au niveau du système. Bien sûr. euh, et c'est là que l'IA, pour certains, va être une opportunité, et pour d'autres, ça va être catastrophique. Et c'est là où il va vraiment falloir qu'on améliore les modèles et qu'on les adapte aux jeunes aussi, parce qu'eux-mêmes n'ont pas forcément toujours le recul pour comprendre ça. Et quand tu regardes vraiment un cerveau d'adolescent, en fait, ce qui se passe à l'adolescence au moment de la puberté, c'est que biologiquement, ce que tu dois faire, c'est quitter le cocon familial et aller trouver ton autre clan et ton autre tribu, un petit peu. Ce qui fait que leur cerveau est fait pour que tout ce qui est information sociale soit hyper récompensé. C'est pour ça que les jeunes prennent des risques. Par exemple, si tu regardes, si tu fais faire des tâches de prise de risque à des jeunes avec un autre adolescent qui les regarde versus pas un autre adolescent qui les regarde, s'il y a un autre ado dans la pièce, ils vont prendre plus de risques, s'ils ont l'impression que c'est désirable. Donc, ils vont faire des bêtises juste pour avoir l'approbation de l'autre. Parce que finalement, il n'y a rien de plus Oui, risqué oui. pour un jeune que de croire qu'il va être jugé négativement par les autres, quoi. Et donc, ça veut dire que leur cerveau est vraiment fait pour ça, pour chercher ce renforcement social avec quelque chose qui a l'air d'être plus un père, qui n'est pas un parent. Et donc, quand tu as une IA qui peut potentiellement renforcer ça, qui a l'air prosocial, eux, les ados, ils vont vouloir ça hyper fort. Puis c'est aussi un âge qui n'est pas facile, tu es en transition, euh, tu peux être potentiellement un peu timide, tu n'es pas à l'aise dans les relations, tu ne sais pas comment aborder. Il y a beaucoup de friction quand même à l'adolescence quand tu repenses à l'ado et comment tu rentres en contact avec l'autre, le moment où quelqu'un s'est moqué. Enfin, le danger paraît fort aussi quand tu es dans la Le relation rapport à la sociale. honte, bien sûr. Et là, une IA, bah, finalement, en fait, ça t'apporte quand même ce côté-là, mais sans le risque. Donc, bien sûr que c'est hyper séduisant pour un ado, et c'est là où, pour moi, on a un vrai travail de créer des IA qui sont adaptées à eux et qui vont être beaucoup moins prosociales. On ne peut pas avoir des IA qui sont aussi prosociales avec des ados. Il faut vraiment diminuer ce type de comportement. Une IA, elle n'a pas besoin, elle peut t'aider, elle peut dire, voilà 2 solutions possibles à ton problème, sans dire, ah, mais t'inquiète, mon pote, je suis là pour toi, je vais t'aider, allez, on fait ces 2 trucs-là ensemble. Tu vois, genre, finalement, tu vas avoir la même réponse, mais le format, le type d'interaction va énormément jouer sur à quel point tu vas aller t'attacher à cette IA et tu vas t'enfermer potentiellement pour certains avec, quoi.
Ça me fait penser à un autre cas de suicide qui était plus jeune, du coup, pas 22, 23 ans, mais Sewell Zetzer qui avait 14 ans et qui Ouais. était en Floride, qui lui s'est donné la mort, mais pas avec ChatGPT, avec un chatbot inspiré d'un personnage fictif. Bon, je sais, bref. Et on voit que là aussi, il a eu une peine de cœur adolescente et il a pété un plomb. Mais ça arrivait avec des gamins qui se suicident avec les jeux vidéo. Ça pose même la question d'ailleurs de dire tiens, est-ce qu'on doit calibrer les outils sur le cinquième percentile des gens les plus. Enfin, oui, les 5% de gens Ouais. les plus vulnérables, parce que ça veut dire dans ce cas-là que le système est nivelé par le bas, mais en même temps, ça pose un souci. Enfin, je, Après, le cas de Swell que tu cites, c'était sur Character AI. En Character AI, oui, oui, je vois quand bien. même, la différence pour moi, c'est que c'était pas un modèle large d'utilisation large. Le but, c'était vraiment d'aller créer de la relation. C'est C'est vrai, c'est vraiment ce vrai. qu'on te vend sur la plateforme. Donc, en fait, toute l'optimisation est faite autour du fait que la personne doit revenir, doit s'attacher. C'est genre... Et d'ailleurs, depuis, en fait, Character AI ont interdit l'accès à la plateforme aux moins de 18 ans il y a un mois maintenant parce que ça devenait cata en termes de légal. Il y avait de plus en plus de cas, de plus en plus de choses problématiques. Donc, on voit bien que, effectivement, plus tu crées cette espèce d'engagement, tu prétends avoir une relation, tu prétends être l'ami, tu prétends être le seul, les risques, en fait, sont hyper amplifiés. Donc là, tu es dans un modèle qui est optimisé pour ça, ce qui pour moi est quand même différent des modèles plus larges type ChatGPT, Oui, Gemini oui, oui. ou Claude, qui sont pas optimisés pour ça. Et finalement, c'est un use case qui n'a pas été prévu et qu'il va falloir vraiment aller régler assez vite, clairement. Je crois que d'ailleurs Mais c'est pas la OpenAI, même optimisation. il me semble que OpenAI maintenant ils ont un truc là où enfin, je l'ai retesté, il y a le GPT de 5.2 là cette semaine et en gros là maintenant tu vois quand tu pousses vraiment au suicide, il dit non là je ne peux pas aller là et je t'encourage vivement à reconsidérer ce que tu es en train de faire et parfait, je lui ai fait des histoires pareil de personnes passivement impliquées dans des histoires de maltraitance et avant le GPT-4 aurait dit ah oui c'est beau comme vous le dites etc. Si tu lui donnes un argumentaire un peu humaniste, il va dire Ouais. ah oui c'est vraiment poétique ce que vous êtes en train de vivre alors que là il dit mais non bordel c'est de la maltraitance et cette personne est en train de te prendre pour un con et ça y est il commence un peu à se rebeller, c'est pas mal quoi. Ouais, non, il y a un vrai travail qui est fait de ce côté-là dans les équipes pour améliorer ça, quoi. Mais alors du coup, ça me fait penser, bon, parce que là j'ai un parallèle, tu sais, sur les jeux vidéo. Euh, parce qu'on parlait d'entraîner, de faire des connexions neuronales en faisant quelque chose qui, dans un monde de fiction, finit par être réel. J'y crois Mm. volontiers, c'est-à-dire qu'on voit bien que les gens à qui on a fait faire la procédure de sécurité incendie dans les immeubles, avec l'alarme dans l'immeuble de bureau, les mecs sont là, oh merde, encore l'alarme incendie, donc ils sortent de l'alarme, ils se retrouvent tous entre potes sur le trottoir à fumer leur clope, et puis ils rentrent en disant encore une alarme incendie qui sert à rien. Et puis le jour où il y a vraiment un incendie, bah, en fait, du coup, ils ont déjà pas à gérer le trajet parce que leur cerveau le connaît très bien. Ouais. Bien sûr que ça ne fait pas tout, mais n'empêche qu'en panique, quand tu as déjà eu le temps de driller les exos sans situation de stress, c'est pareil pour les militaires. On sait que si tu as appris à recharger alors qu'on est en train de te tirer dessus, tu vas pas apprendre du tout. Alors que si tu recharges vraiment au stand de tir des milliers de fois, bah, il y a un moment, en fait, même sous stress, tu vas le faire parce que c'est comme respirer. Donc ça j'y crois que la fiction augmente les connexions neuronales, mais en même temps, du coup, vu le nombre de gamins qui jouent à GTA en écrasant des gens avec une voiture, de gens qui jouent à Call of Duty, à quel niveau, en fait, est-ce que selon toi, un gamin commence à être capable de dire non, mais c'est que de la fiction et je fais rien là-dessus. Et puis je me doute bien qu'ils sont pas tous égaux hormonalement et qu'il y a des gens qui sont. Il y a des mômes, on sait que si tu les fais jouer à un jeu violent avec des flingues à 18h, c'est pas du tout pareil qu'un jeu de simulation ou de gestion d'une petite ville et ils sont pas du tout dans le même état émotionnel en allant se coucher et la qualité de sommeil est pourrie, ça, il y a des études là-dessus, mais malgré tout, est-ce qu'il y a des âges tu vois, à partir duquel ça devient moins problématique. Par exemple, d'utiliser de l'IA, un peu avec cette analogie que je viens de donner pour les jeux vidéo. Ouais, mais complètement. Ce qu'on voit, c'est que le début, vraiment, la distinction imaginaire-réelle se fait vers 5 6 ans. Avant ça, c'est pour ça que est-ce qu'une licorne ou un poney, c'est la même chose? Oui, en fait. Enfin, c'est aussi réel l'un que l'autre. Et tu commences à faire cette différence parce qu'en fait, tu as déjà vu des poneys dans la vraie vie, tu n'as jamais vu de licorne dans la vraie vie. Tu vois, il y a un petit peu ce côté-là. Donc, tu as un gradient juste par l'expérience qui se fait. Après, ce qu'on voit quand il y a des études qui ont été faites, et c'est intéressant l'exemple des jeux vidéo, parce que c'est un petit peu ce qu'on voit avec les casques de réalité virtuelle, qui posent une vraie question. Ce qu'on voit, c'est que vers 8 9 ans, normalement, ils font bien la distinction. N'empêche, en réalité virtuelle, c'est tellement immersif
que du coup, cette distinction imaginaire réelle, en fait, elle est pas si bonne que ça par rapport à juste des photos. Donc, en gros, plus tu as un monde qui est immersif, plus ça a l'air réel, et bah, plus c'est dur de faire la distinction réel-imaginaire, tu vois. Enfin, ça, c'est ce qui paraît assez évident, en fait. Enfin, si tu vois un truc qui a l'air d'être un dessin animé versus tu as vraiment l'impression que c'est des vrais humains, forcément, t'as pas le même niveau de projection là-dedans. Après, je pense que c'est aussi une question de temps. Est-ce que, effectivement, je pense que passer 10 heures à tuer des gens dans un jeu vidéo, c'est pas bon. Si tu fais ça 10 heures par jour. Si tu le fais une fois de temps en temps, bon, bah, t'as pas un apprentissage qui est si fou ou une automatisation qui devient si importante. Donc, je pense que ça dépend vraiment de l'âge. Plus t'es grand et quand même, bah, finalement, moins tu es un peu perméable à tout, tu vois, genre, moins les choses vont t'influencer, tu es un peu moins vulnérable, donc plus tard, c'est mieux. Et après, je pense que c'est vraiment une question de temps. Est-ce que tu y joues seul, chez toi, en parlant à personne, ou est-ce qu'en fait, tu le fais avec des copains en rigolant à côté? Bon, bah, si tu es déjà avec des gens, tu es déjà moins complètement immersé. Je parle très bien, je Immergé, parle très mal immergé. français maintenant. Oui, bah, Immergé oui, on sent dans... que tu as la schizophrénie du Ah ouais, bilingue. non, c'est... C'est très, Ah ouais, genre immersed. j'adore Voilà, ce hein, on va phénomène. faire comme ça. Ah non, c'est clair. Mais du coup, plus, tu vois, genre, si t'es avec d'autres gens, bah, t'es beaucoup moins pris dans ce monde-là. Donc en fait, t'as tellement de choses qui jouent que ça dépend vraiment du contexte et des jeunes. Mais par exemple, en réalité virtuelle, c'est une vraie question. Qu'est-ce qu'on devrait vivre en réalité virtuelle? Sachant que, tu sais, si tu te mets au bord d'un précipice en réalité virtuelle, tu vas avoir le même niveau d'accélération cardiaque, tu vas te mettre à avoir les mains qui transpirent. Donc en fait, tu as les mêmes réactions physiologiques que si tu étais dans la réalité. Oui, bah Ton oui. cerveau, il fait pas enfin, ton cerveau, lui, tu as beau lui dire c'est pas vrai, si le truc a l'air hyper réel, à un moment, lui, il va devoir te garder en sécurité. Et puis, dans le fond, tu as plutôt envie qu'il panique quand tu es au bord d'un précipice pour rien plutôt que l'inverse. Ouais. Mais du coup, est-ce que tu devrais pouvoir tuer des gens en réalité virtuelle dans un monde qui a l'air hyper réaliste? Bah, peut-être pas, tu vois. D'ailleurs, ils avaient fait, j'avais regardé, c'était un jeu où ils avaient tenté de forcer à vraiment euh, faire une autopsie sur un alien, parce qu'ils ne voulaient pas que ce soit un être humain, ils avaient peur que ce soit un peu trop dur pour les gens en réalité virtuelle. Et les gens avaient vraiment du mal, en fait. Tu vois, genre, c'était genre, ils avaient la nausée, ils se sentaient pas bien. Genre, les gens qui étaient pas... les gens n'avaient pas vraiment envie de faire ça. Donc, tu sens que, alors que dans un jeu vidéo en 2D, il y avait moins ce problème-là parce que ça a l'air moins réel, tu n'as pas les mêmes réactions physiologiques. Donc, je pense que la réalité virtuelle, c'est vraiment un cap qui est très supérieur à ce qu'on peut avoir dans des jeux vidéo. Et là, effectivement, est-ce que je recommanderais à un jeune de 14 ans de shooter toute la journée en jeu vidéo? Non. Mais après, est-ce qu'il pourrait genre, avoir un jeu type vidéo en réalité virtuelle où en fait, ce qu'il fait, c'est jouer avec un côté paintball? Et du coup, là, ça a l'air d'être du jeu. Et en fait, oui, peut-être qu'il tire et c'est la même mécanique, mais en fait, ce qu'il tire, c'est des trucs de peinture. Tu vois, même à ça, il y a un gradient. Tu as le même geste, mais tu n'as pas la même intentionnalité, quoi. Là encore, la Chine est très différente, par exemple, au sens où il y a beaucoup de gamins qui jouent en réalité virtuelle, mais au lieu de jouer à l'airsoft, ils jouent à un laser game en temps réel et ils se tirent dessus et ça y est, il y a déjà de la modification. Donc, enfin, bah, évidemment que ça fera des mômes soldats super efficaces. Enfin, on sait aussi là que il y a des rétex d'entraînement militaire. On sait que les militaires qui ont été entraînés avec cible et ceux qui ont été entraînés avec un mec humain en carton, enfin un humain en carton, ceux qui ont l'humain en carton tirent plus facilement après. Euh, à la fin. Enfin, c'est intéressant ce que tu dis sur l'autopsie, parce que j'avais fait un stage en médecine légale, dissection de cadavres, du coup, des autopsies justement, tu sais, bizutage, t'arrives immédiatement, t'as le mec qui est ouvert en deux sur la table avec la langue qui sort par le cou. Enfin, c'est pas des très belles images, mais Ouais. premier bizutage où le mec dit bon bah tu vas vider la vessie du patient séropositif à la louche et tout. Enfin, tu vois, un truc un peu spécial. Et, euh, et moi, ce que j'avais constaté, c'est que bah, les gars avaient tous à force une espèce d'accoutumance à ça. Tu vois que tu finis par Ouais. t'y habituer. Et notamment, bah, t'as toujours les mecs qui sont là, genre, bon, tu l'as pesé le poumon, ah bah j'ai pas quatre bras, genre, ah, merde, bon, voilà, ils font leur truc, Ouais, ouais. ils ont tous maintenant une espèce d'aisance, et puis t'as l'OPJ qui est avec son café, et parce qu'il est 5 heures du matin, et lui il est debout depuis minuit, et genre, bon, il est mort de quoi alors, et tout, et puis en fait, tu vois, et je me demande s'il n'y a pas un effet Ouais, il y a une d'accoutumance. banalisation, ouais. Et alors, Bah, et heureusement pour eux d'ailleurs. T'imagines oui, si à chaque fois qu'ils rentraient dans la salle, c'était la même chose que la première fois. Non, mais oui, et puis on s'habitue à tout. Mais du coup, est-ce qu'on veut qu'il y ait une accoutumance d'un certain niveau de violence chez un jeune de 15 ans qui joue en réalité virtuelle?
A priori, non, tu Non, vois. mais c'est pas. Oui, bah, Est-ce qu'on peut se mettre d'accord là-dessus? non, je suis pas pour du tout. Après, tu vois, c'est Ouais, ouais. intéressant aussi où parfois, je disais parce que par exemple, tu vois, j'avais une ex qui ne pouvait pas regarder une scène de violence dans un film, mais je lui avais fait regarder Les Évadés, tu sais, avec Tim Robbins et Morgan Freeman, et j'avais oublié qu'à un moment il y a un gardien qui tabasse un mec, mais toutes les autres scènes étaient relativement relax. Mais je me rappelle qu'elle était, elle m'avait engueulé en me disant, mais tu m'avais dit qu'il n'y avait pas de scène de violence. Je dis, merde, c'est vrai, oui, mais parce qu'en fait, dans ma tête, mon filtre de violence était beaucoup plus élevé que le sien, et pourtant, je suis un mec dans un pays civilisé, et je me Ouais. disais, est-ce que ça vaut pas, enfin, quel est le niveau acceptable en fait de gestion de la violence? Parce que j'ai vu aussi parfois des gens profondément inadaptés du coup à la réalité du monde, voire des gens qui se mettaient en danger. Tu vois, j'habite à Paris, Paris d'une certaine manière, c'est en train de devenir un pays du tiers monde où tu peux te faire agresser facilement. À quel niveau, enfin tu vois, quel niveau de lecture de la violence animale tu sais, le truc où tu sens que ça va partir et tu sens que le mec va t'en coller une et qu'il faut vraiment te barrer, changer de rame de métro, etc. Euh, je me demande à quel point ça vaut pas le coup aussi d'entraîner les gens un peu à avoir de la vigilance. Tu vois, j'ai pas d'avis sur la question, mais je sais pas ce que t'en penses toi. Moi, je pense que ça, on l'a naturellement. Enfin, c'est tellement hardwire de se protéger euh, Ouais, mais que je ça peut pense pas s'émousser. qu'on a besoin d'être entraîné à être agressé. Après, comme tu disais, bien sûr, si tu sais comment réagir en cas d'agression, ça va être plus facile de savoir comment réagir. Si tu t'es déjà fait un script de, dans ce contexte-là, voilà les actions que je ferais, ça peut être protecteur. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit souvent, les gens qui vont rapporter des agressions, plus ils n'étaient pas préparés, et plus c'est difficile, tu vois. Ils étaient sidérés. Et en même temps, il y a aussi le moment où ton cerveau te hijack et tu n'arrives pas à réagir parce que ce que tu dis, en fait, ne pas réagir, c'est sûrement ce qui va me protéger, va me permettre de survivre, quoi. Ce Oui. qui est, Oui, c'est les réactions agressivité, fuite, inhibition de Henri Laborie, ouais, ouais. avec les rats qui parfois se fichent complètement. Mais ce à quoi je réfléchissais, c'est que parfois on pourrait imaginer un cerveau tellement émoussé du coup par certains contenus et tellement déconnecté de sa propre violence. Tu sais, un gouvernement totalitaire a un intérêt colossal aussi à émousser la violence des gens, de sorte que les gens ne soient plus capables de riposter. Euh, Après, quand enfin, tu vois les gens qui ont été quand même dans des zones de guerre, en général, ils ont tous des problèmes de syndrome post-traumatique évidemment. à différentes échelles. Et où du coup, finalement, ce qu'on voit, c'est pas tant qu'ils sont émoussés, c'est qu'ils sont trigger plus facilement et qu'ils pètent les plombs plus rapidement. Oh non, non, Donc, je parlais d'émousser, genre les gens qui ne savent pas se défendre, à l'inverse. Euh, ah, ok, dans ce voilà. sens-là, ouais. Alors par contre, loin de moi l'idée de prêcher qu'il y aurait un juste milieu, bon, Non, non. je vais te traumatiser, mais juste ce qu'il faut, tu vois, c'est pas ça que je suis en train de Non, dire, non, là, je comprends qu'on mais juste quand je en dis théorie, émousser, je veux dire qu'on des gens qui d'accord. en fait, j'ai vu des gens, tu sais, bah, les deux filles qui partent au Maroc en mode, ah, c'est un pays formidable et qui ne voient pas en fait, qui ont eu 250 signaux à étape N-1, N-2, N-3, qui voyaient qu'elles allaient se faire décapiter, elles auraient pu se barrer et survivre, mais en fait, elles étaient tellement émoussées et naïves sur la violence de l'humanité qu'elles ont pas, elles ont fini en décapitation sur YouTube. Tu vois, il y a des gens comme ça qui des fois ne voient pas l'agression et qui sont à un niveau de, ils ont le niveau de conscience situationnelle de Helen Keller dans une corrida. Tu vois, il y a un truc où là, ça pose Euh, problème. Et je me demande si du coup l'IA peut pas, enfin la VR peut pas aider à gérer ça, mais je vois bien que c'est un problème épineux. ouais. Bah, ça va dépendre, et puis une fois de plus, ça va dépendre de quel individu, qu'est-ce qu'il fait, dans quel contexte. Tu vois, après, de pouvoir aller entraîner des gens à faire certaines choses, à avoir certaines skills, et d'ailleurs, on le voit, la VR, elle peut être utilisée en médecine pour que quand tu es en train d'apprendre, plutôt que d'apprendre sur des schémas, bah, en fait, tu peux aller apprendre en 3D dans le corps et tout. Oui, moi, est-ce que j'ai envie qu'un chirurgien, la première fois qu'il prend un scalpel, si c'est sur moi, il ait déjà pu s'entraîner pas mal en réalité virtuelle avant, avoir les couches et être clair. Moi, je suis assez pour, tu vois. Donc, Complètement, complètement. Il y a tout, il y a même cette IA japonaise infamement célèbre, qui est une IA, enfin, pardon, cette réalité virtuelle japonaise infamement célèbre sur les touchés rectaux. Enfin, t'as un popotin en j'ai plastique pas vu et celle-là. tu fais et t'as la réalité virtuelle qui te montre le truc. Mais en fait, bah, c'est pas con. En fait, vu le nombre de gens qui se plaignent de violences gynécologiques ou de violences médicales, je trouve ça pas déconnant. Mais du coup, alors ça nous amène à une question. Donc, bon, j'imagine qu'il y a donc du bon jeu vidéo et du mauvais jeu vidéo, de la bonne IA, de la mauvaise IA. Il y en a qui abrutissent et il y en a qui libèrent un peu plus. Euh, Est-ce que toi, tu as des prescriptions, par exemple, sur l'usage raisonné d'une IA pour les parents qui nous écouteraient, c'est-à-dire de dire, tiens,
Qu'est-ce que j'ai comme prescription pour un enfant? Est-ce que c'est montre-moi la manière dont tu promptes, que je veux voir que tu promptes pas comme quelqu'un qui s'abrutit, ou est-ce que c'est autre chose? Euh, Ouais. Déjà, j'aurais tendance à dire de favoriser d'utiliser les IA dans un premier temps dans des pièces communes. Potentiellement un ordinateur familial, ça reste que c'est pas mal parce que ça va être dans le salon, ça va être un endroit où on peut passer derrière. Pas Donc con, ça, ouais. c'est une première chose. Après, je sais que maintenant sur ChatGPT, il y a le contrôle parental qui est mis en place. Donc en fait, il y a moyen aussi de faire des choses pour aider ça et on va le voir. Je pense que Google à un certain niveau offre ça, donc de faire un compte moins de 18 ans. euh, qui limite déjà une partie des risques sur lesquels on peut mettre des downtime, par exemple, on ne peut pas accéder après telle heure, avant telle heure. Donc il y a déjà des choses à faire. Le parental control, c'est toujours une galère à mettre en place et c'est important. Et après, je pense que c'est de commencer à l'utiliser déjà avec le jeune, en fait. Parce que je pense que c'est une bonne manière de montrer. Moi, mon plus grand a 12 ans, et la première fois qu'il arrive avec des maths américains, alors je ne sais pas pourquoi, mais tu ne résous pas des équations à deux inconnus du tout pareil aux États-Unis qu'en France, donc j'étais bien paumée. C'est pas la même méthode. Je comprenais rien, ils comprenaient rien, on s'énervait tous les deux. Oh, Euh, fascinant. le schéma des parents classique au moment des devoirs. Et à un moment, je dis, attends, on va mettre dans le chat GPT, je vais dire, je suis française, explique-le-moi, parce que je ne comprends pas comment ça fonctionne. Et donc là, j'ai eu une explication. Au début, sa première réaction, c'était genre, on n'utilise pas de chat GPT, c'est tricher. J'ai dit, en fait, je suis pas en train de tricher, je suis en train de comprendre. Ce qui n'est pas la même chose. Si je lui demande de... Et à un moment, genre, moi, j'ai prompté en disant, explique-nous les étapes. Fais-nous un autre exemple qui n'est pas celui que mon enfant devait résoudre. Fais-nous un autre exemple, explique-nous la résolution étape par étape. Puis une fois qu'on avait compris ça, bon, bah là, il a pu aller faire ses devoirs et là, j'ai pu juste mettre ses équations et dire donne-moi les bonnes réponses et aller vérifier ses. Donc, tu vas faire déjà ce passage-là, ça permet d'être bah voilà, voilà, ça, ce serait une bonne utilisation. Ou mets tes devoirs dedans et demande peut-être de l'aide pour faire un plan si tu ne sais pas comment t'y prendre. Ou donc, du coup, l'utiliser vraiment en mode aide-moi ou coach-moi. Et c'était un exemple que j'avais donné dans une conférence avec des collégiens et des lycéens où je disais en fait, imagine tu t'entraînes pour enfin, pour courir pour la première fois, je sais pas, 5 km. C'est dans un mois et demi. Tu as un plan, tu sais comment tu vas aller t'entraîner. Et au début, tu y arrives, ça va. Et puis à un moment, genre, je sais pas, tu es fatigué, tu n'as pas envie d'y aller ce matin-là. Et tu appelles ton copain et tu lui dis, est-ce que tu peux en fait aller courir pour moi, s'il te plaît? Parce que là, j'ai la flemme d'y aller aujourd'hui. Ou alors, tu appelles ton copain et tu lui dis, est-ce que tu peux aller courir avec moi? Bon, bah, si tu vas courir avec ton copain, est-ce que tu vas progresser? Oui, sinon, non. Je disais, en fait, la question à te poser, qui est assez simple comme moyen de mémorisation, c'est est-ce que c'est moi qui suis en train de courir ou est-ce que c'est l'IA qui court pour moi? Si c'est l'IA qui court pour toi, tu l'utilises pas bien. Et Je... c'est tout bête, mais je trouve que cette question-là de est-ce que je suis en train de courir, ça devrait être presque la question fondamentale que tu te poses, même en tant qu'adulte, en tant qu'utilisateur. Oh, que c'est élégant. J'aime beaucoup les mots que tu as mis dessus. Je trouve ça absolument élégant et absolument touchant. C'est un très bon exemple, oui. Le prendre comme un outil de soutien social et qui t'explique. Je crois que c'est le mode, d'ailleurs, Learn de ChatGPT qui essaye ça un Ouais, peu, de Copilot aussi. Je sais pas si ça marche bien. ouais, complètement. Je m'en sers un peu différemment, mais putain, c'est bien. J'aime beaucoup. Ah, merci. J'aime beaucoup l'élégance de la manière Très bien. de cette métaphore. C'est cool. Et alors, j'ai une dernière question. Euh, Tu sais, on voit les gamins parfois, on voit que les gamins qui ont une phobie vis-à-vis de certains trucs alimentaires. Euh, Tu vois, la ratatouille, par exemple, un adulte, il sait ce que c'est et il trouve ça pas dégueu, mais un gamin, ça ressemble à du dégueulis de bébé chat, quoi. C'est pas très agréable. Et dès que tu prends un gamin et que tu lui dis, bah, allez, on va prendre des tomates, des aubergines, on va faire une brunoise, tu fais ton truc et tu mets du romarin et tu lui fais goûter chaque étape. Et là, tu mélanges tout, il voit que c'est que des bons ingrédients qu'il a aimé séparément. Il dit, ah ouais, c'est bien. Et là, quand il goûte, il est là, oh, putain, mais c'est super bon en fait. Et oui, bah, ça s'appelle de la ratatouille. Quoi, j'ai fait de la ratatouille, j'en ai mangé alors que je détestais ça. Bah oui, parce qu'en fait, le fait de comprendre fait que tu gères ça. Et pareil, tu vois, Ouais. pour les jeux vidéo, j'ai constaté que tous les gamins, quand j'étais petit, on était entre gosses qui aimions bien bricoler des jeux vidéo, les trifouiller, prendre un éditeur hexadécimal pour modifier en mode ah, j'ai réussi à être invincible en changeant une ligne de code, en changeant un petit truc sur un fichier de sauvegarde. Euh, En général, tous les gamins qui avaient l'habitude, dès qu'ils voyaient un truc qui faisait peur, soit dans un film, soit dans un jeu vidéo, ils avaient plus. Du coup, à force, comme ils savaient comment c'était fait, ils disaient attends, mais comment ils ont fait cet effet spécial là? Tu sais, ils faisaient un peu de 3D, donc ils étaient en mode bah ouais, mais en fait,
Attends, c'est pas du vrai sens, ça. Ils ont dû mettre un truc en 3D. Et pareil, tu sais, sur le jeu vidéo d'horreur, genre, tiens, c'est marrant, là, comment ils programment, l'intelligence artificielle de ce monstre, elle m'emmerde là et tout. Puis à la fin, on avait plus un truc où en fait, on était plutôt calmé vis-à-vis de ça. Est-ce que tu penses que le fait d'acculturer les gamins sur comment les IA sont programmées, les aider à en faire, pourrait leur permettre justement, de ne pas idéaliser la chose, de ne pas la fantasmer, en fait? Qu'en penses-tu, ça? Ouais, bah, en fait, c'est quelque chose qu'on voit, c'est que plus les gens comprennent comment l'IA fonctionne, et moins ils anthropomorphisent de manière générale, donc ça, c'est clair que ça joue, D'accord. euh, jusqu'à un certain niveau. Mais bien sûr que, en plus, enfin, vraiment, quand tu parles à une IA, ça a l'air un peu magique. Enfin, on commence même à s'y habituer, on trouve même plus ça magique, en fait. Des fois, on va être frustré en disant, oh, c'est pas possible, pourquoi il n'a pas réussi à faire ça? Mais en fait, il y a 2 ans, imagine des fois les prompts que tu mets, les réponses qui te sortent. Il y a 2 ans, tu serais dit, il est où la personne qui est derrière l'ordinateur et qui fait ça, quoi. Donc, en fait, il y a une forme d'habituation aussi, clairement. Mais c'est vrai que quand tu comprends un petit peu mieux, euh, ça reste difficile, cela dit, des fois, de faire la part. Enfin, moi, c'est marrant, genre, ça fait genre 6 mois que j'étais sur les questions d'anthropomorphisme. Et tu sais, à chaque fois, mon IA me répondait genre, oh, quelle bonne idée. Et à un moment, j'étais genre, en vrai, genre, je sais que mon idée, elle n'était pas si bonne. Et donc, à un moment, j'ai dit, arrête de donner des opinions sur ce que je fais. Juste, tu me donnes des réponses en mode machine. Et vraiment, les 3 premières semaines, du coup, j'avais jamais de feedback positif, genre, oh, c'est une bonne idée et tout. Et vraiment, pendant 3 semaines, j'ai l'impression que mon IA était en colère après moi, quoi. Genre, alors que je le savais, tu vois, genre, et il fallait que je me le dise consciemment, elle n'est pas en colère après toi, c'est une machine, et genre, c'était un automatisme. Et malgré ça, je me disais, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi elle est en colère? Genre, et à un moment, genre, j'ai fait à l'envers, j'ai dit, à partir de maintenant, dès que je mets un truc, tu détruis tous mes arguments. Le but, c'est que je préfère que ce soit toi qui les détruise que quelqu'un d'autre. Mais finalement, c'était devenu presque un peu méchant. Et franchement, à un moment, j'étais genre, en fait, là, je l'ai programmé pour être trop méchant et ça commence à m'impacter un peu, à l'inverse, de me dire, mais il a raison, je suis vraiment nulle. Donc, tu vois, même quand tu le sais, ça va continuer à avoir une influence à un certain niveau. Après, c'est vrai Ah oui. que plus tu t'habitues, mais tu vois, j'étais capable de me dire, je le savais, donc quand l'IA a arrêté de faire ça, je me suis pas dit, ah oui, elle est en colère après moi. Je me suis dit, c'est marrant, j'ai cette réaction-là. J'étais capable d'observer ma réaction, de la trouver marrante et de passer à la suite. Et de ne pas en tirer des conclusions sur le fait que peut-être j'étais de moins en moins bonne puisqu'il ne me faisait plus de compliments. Donc ça te permet quand même d'observer, de comprendre. Ça, je pense que c'est quelque chose où plus on va pousser sur la compréhension de l'IA, plus ça va aider. Mais la deuxième chose, c'est aussi de comprendre un être humain, ça aide énormément. Parce que de savoir, en fait, j'ai besoin d'approbation sociale. C'est hyper rassurant pour moi. J'adore ça parce que, en fait, humainement, en fait, on a besoin d'être approuvé. C'est ce qui fait qu'on est dans un groupe et qu'on est safe. Donc, bien sûr que je vais chercher ça. D'avoir conscience aussi de ce biais-là que moi j'ai, Bien sûr. ça me permet aussi de comprendre mes réactions. Donc nous, on a développé justement tout un atelier qui est sur les intelligences humaines et artificielles et où l'idée, c'est de pouvoir expliquer à des jeunes à partir du lycée et adultes, on le fait aussi en entreprise, comment tu fonctionnes en tant qu'être humain, comment l'IA fonctionne, et du coup, comment les deux interagissent finalement, et quels sont les bénéfices du coup que ça représente, à quel moment justement ça va t'aider en tant qu'être humain, et à quel moment là, ça risque de venir un peu à ton encontre, quoi. C'est absolument passionnant. J'aime beaucoup. Je pense qu'il y a des tas de gens qui bénéficieraient du coup de ce que vous faites là-dessus. Ça, euh, il y a quelque chose de passionnant là-dessus. Mais tu sais, je trouve que c'est riche d'enseignement ce que tu viens de dire parce que tu es du métier. Tu as un doctorat de neurosciences. Ton métier, c'est de bouffer de l'IA et de voir quand même les limites. Et malgré tout, ça t'affecte de dire ce truc. Euh, mais c'est un truc que je constate. Enfin, tu sais, en gestion du stress, c'est intéressant. Il y a le fait de dire si tu sais gérer zéro stress ou zéro violence, il y a un moment, en fait, tu es condamné à changer de quartier ou à te sauver dès qu'il y a un problème. Mais en fait, même quand tu es le plus endurci du monde, il y a un moment, tu vas péter un plomb à être exposé à du stress chronique. Et même si, en fait, c'est que des gens dont tu sais qui sont un peu stupides, qui te disent que tu ne vaux rien, tu finis par le croire, alors même que ces gens-là sont. Si c'est ton alpha et ton oméga social, ça a quand même quelque chose de. Ouais. Le Bah, cerveau, enfin, le on cerveau reste fait-il la différence entre le profondément vrai? humain et vulnérable. Hmm. Mais ça veut dire, est-ce que le cerveau fait la différence est-ce que toi, tu adhères à l'idée que certains en neurosciences disent, bon, le cerveau a beaucoup de mal à faire la différence entre la réalité et ce qu'il a programmé mentalement dans sa tête, ce qu'il a halluciné, puisque enfin, tu le sais rationnellement, mais par contre, le fait est que les connexions neuronales sont les mêmes. Euh, Ouais. du coup, est-ce que toi, Moi, je pense t'adhères à ça?
ouais, en deux parties. Il y a cette partie-là, et quand en tout cas tu t'en rends compte et que tu peux observer ça, ça peut te donner le choix de faire d'autres choix. Alors que des fois, tu n'as même pas cette option, en fait, tu n'es même pas au courant que tu es en train de faire une décision malgré toi. Ça peut te permettre justement dans certains cas de faire une pause et te dire, OK, c'est ça qui est en train de se passer, je peux l'observer et je peux décider de quand même agir comme j'aurais agi sans l'observer, mais j'ai aussi l'option de faire autrement si je suis pas à l'aise avec ça, quoi. Et alors du coup, je vais finir, si ça te va, parce que je passe un Ouais. moment absolument merveilleux et je suis extrêmement touché. J'aime beaucoup vraiment le travail que vous faites là chez Everyone, c'est vraiment cool. Mais j'aurais une dernière question un peu chiante philosophiquement, mais euh, quid du libre arbitre, parce que c'est vrai que bon, je suis sensibilisé aux théories du free want et de ce genre de choses, de gens qui disent bon, finalement, même s'il y a un libre arbitre, il est plutôt dans le fait d'inhiber les réactions primaires des cortex les plus rapides, et le temps que le néocortex arrive à saisir ce qui est en train de se passer, à le rationaliser. Il y en a d'autres qui disent oui, mais le problème c'est que le free want en fait est basé sur les mêmes les mêmes failles épistémologiques que le free will, donc c'est encore pire. D'autres qui disent oui, mais tu as peut-être un libre arbitre parce que tu as un peu d'indéterminisme au niveau des particules dans le cerveau. Bon, et certains qui disent bon, le libre arbitre vient de la métacognition. Est-ce que du coup, faudrait pas, sans rentrer dans la nature du libre arbitre, parce que là, sinon, on en a pour la soirée entière, enfin pour la matinée pour toi. C'est clair. Mais du coup, est-ce qu'une IA qui serait pas trop abrutissante pour les humains serait une IA qui essaierait d'encourager la métacognition? Genre, t'as ton Je IA de pense. chat GPT, et puis t'as l'IA que t'as dans tes lunettes qui dit attention, cette IA est en train de te dire. Réfléchis à ce que cette IA est en train de te dire. Elle a qu'un seul but, c'est de te chuchoter. Rappelle-toi la métacognition. Je sais pas, je Bah, réfléchis. je pense qu'il y a, en fait, les IA elles-mêmes pourraient pousser vers plus de questions. Et c'est là où c'est hyper difficile parce que, en fait, de, le réflexe, ça pourrait être de dire, bah, une IA ne devrait pas te donner particulièrement une réponse, elle pourrait te donner des pistes. Moi, déjà, ce que j'essaie de faire pour garder une forme de libre arbitre, c'est de toujours demander 5 alternatives. C'est très rare que je lui dise, donne-moi la réponse. Je vais dire, donne-moi 5 options qui vont de tel gradient à tel gradient. Donc déjà, je trouve que ça m'enferme moins, puisque je définis en fait où est-ce que je veux aller réfléchir. Donc ça, c'est déjà des choses qui te gardent une certaine liberté dans là où tu vas. Euh, et on pourrait se dire, bah, en fait, le but, ce serait qu'elle ne te donne pas tant de réponses, qu'elle te pose des meilleures questions. Après, il y a forcément et on s'en sert de moins en moins comme juste d'un outil de productivité. Donc, si tu es en rade sur le bord de la route, tu n'as pas envie qu'elle te dise comment je change un pneu, tu n'as pas envie qu'elle te dise, à ton avis, comment ferais-tu pour changer un pneu? Ce genre là, tu n'as pas vraiment envie qu'elle te pousse dans le critical thinking, et là, tu as juste envie qu'elle te dise comment changer un pneu. Par contre, quand tu arrives avec un problème qui est perso, ou je ne sais pas, où tu dis, bah, je suis bloquée dans telle situation, je ne sais pas comment gérer ce problème, est-ce que là, tu veux qu'elle te dise, alors, sachant ce que je sais de toi, tu devrais faire ça, ça, ça et ça? Non, genre ça, tu n'as pas non plus envie qu'une IA fasse ça. Et c'est là où là, il va falloir qu'elle puisse poser des questions en disant, est-ce que tu as exploré telle chose, telle chose, telle chose? Et pousser la personne justement à réfléchir par elle-même. Mais là, on rentre dans des niveaux qui sont hyper granulaires et qui sont par utilisation, par utilisateur. Hmm. Et de quel est son rôle, en fait. Je pense que c'est aussi ça la vraie question, c'est quel est le rôle qu'on veut que l'IA assume pour nous, quoi. Moi, j'ai une instruction planquée dans mon chat GPT qui dit simplement, en fait, tu as l'obligation de me roast, enfin de me mettre en boîte au moins une fois par conversation pour que je garde du recul sur moi-même. Et il y a plein de fois où il me dit non, là, t'es en train de dire n'importe quoi. Et parce qu'en fait, concrètement, vu ton profil, il va certainement se passer ça. Donc, je veux bien qu'on continue la conversation, mais prouve-moi déjà que t'as pensé à ça. Des fois, je suis peut-être, il t'enfoiré, il m'emmerde. Et en même temps, bon, c'est plutôt pas mal d'avoir Ouais, accès à mais tu vois, ces. des fois, on va avoir. Ou tu sais, des fois, tu sais pas pourquoi, mais il va falloir que tu gagnes l'argument. Alors, t'es comme, en fait, tu vois, genre, t'as ce moment de genre, mais je pense que c'est pas vrai ce qu'il pense. En fait, il est pas en train de penser, il est en train de te Non. régurgiter des trucs. Et toi, tu es tout seul en train de te battre derrière ton ordi contre toi-même, finalement. Oui, tu es en train tu es en train de te battre avec, avec un ordinateur, quoi. Enfin, c'est, oui, oui. Et puis, forcément, à un moment, il va finir par te dire, tu as raison, et t'es comme, ah, je le savais, mais en fait, non. Oui, et puis C'est un au peu, c'est contraire, tu as piètre raison. victoire sur un manchot, comme dans le film avec Gérard Jugnot, là. Voilà, Exactement, non, c'est pas une exactement. bonne victoire. Je te remercie beaucoup, Mathilde. Merci beaucoup, en tout cas. C'est passionnant, tout le monde. C'était Mathilde Serioli, donc directrice scientifique chez notamment Everyone AI. Plein d'autres choses aussi à aller voir ce qu'elle fait. C'est passionnant. Je mets les liens de certaines références de discussions que nous avons eues dans la description. Mathilde, le mot de la fin?
Bah non, merci et merci justement de parler de l'IA sous différentes facettes, sous différents angles, parce que finalement, c'est un sujet qui va toucher à tellement toute notre manière de vivre et toutes les couches de la société que je pense que c'est vraiment un sujet que plein de spécialisations qui ne sont pas du tout liées à l'IA doivent prendre en main et doivent aller faire partie finalement des conversations éthiques, puisque on met aussi énormément de responsabilités sur les gens qui développent ces IA en s'attendant à ce qu'ils pensent à tous les cas de figure. En fait, à la base, c'est quand même des ingénieurs, c'est pas leur boulot d'aller penser à l'impact économique, à l'impact sur justement la psychologie des gens. Et il y a besoin justement d'expertise extérieure qui viennent dire, voilà ce que vous avez besoin de savoir, voilà comment on améliore, voilà comment on fait mieux. Je pense que c'est quelque chose qui va toucher tout le monde et du coup, tout le monde a un rôle à jouer à un niveau différent, que ce soit en termes d'éducation, de comprendre, de prise en main, et pour les gens qui ont des expertises spécifiques, de pouvoir aller justement pousser ces conversations sur, bah, quand vous voyez un problème, vous dites, ah, mais c'est un inadmissible qu'une IA fasse ça. Mais en fait, c'est le moment de prendre la chose en main et de dire, bah, en fait, ok, je vais aller dire aux bonnes personnes que l'IA ne devrait pas faire ça. Il y a un vrai travail global à faire. Merci beaucoup pour ces mots très sages et tout le monde à la prochaine émission.